Très heureux de vous accueillir pour ce dimanche après-midi. Nous allons continuer dans quelques instants la suite de ces conférences. Après la jeunesse, on va toujours rester dans la bande dessinée, mais cette fois-ci peut-être un petit peu plus destinée à un public plus adulte. Je voudrais vous présenter à ma droite, tout au bout, Merwan. J'espère qu'on m'entend bien dans la salle. Est-ce qu'il faut peut-être que je change de micro? Non, c'est bien. Donc Merwan, qui est le dessinateur qui accompagne Fabien Nury sur cette série dont vous avez forcément entendu parler récemment, L'or et le sang, qui va nous emmener au Maroc, à l'époque du Rif. Alors Merwan qui vient d'être rejoint juste à l'instant, donc de Bedwell, absolument, puisqu'ils sont deux dessinateurs. C'est un quatre mains, ce que l'on peut appeler en bande dessinée, sans leur scénariste, je le rappelle, donc Fabien, qui est absent aujourd'hui. Et puis, à ma droite, tout près de moi, Youssef Daoudi, l'auteur et le dessinateur. Donc lui, il est à la fois scénariste et dessinateur de cet album qui nous emmène à Tripoli. Nous aurons donc l'occasion, et vous aurez bien évidemment la possibilité de leur poser toutes les questions pour comprendre un petit peu ce que représente aujourd'hui la bande dessinée dans le Maghreb, qui est la thématique de notre après-midi aujourd'hui. J'en profite juste avant pour vous donner le déroulé de cet après-midi. Lorsque nous aurons terminé cet entretien avec les auteurs, nous vous proposerons d'aller avec nous, si vous le souhaitez, visiter l'exposition qui rend hommage au travail de L'or et le sang au sein du musée. Donc vous pourrez nous suivre pour découvrir cette exposition. Et puis également, une séance de dédicace vous sera proposée par les dessinateurs qui sont avec nous cet après-midi, juste ici, pour celles et ceux qui veulent repartir avec ces albums. On va peut-être commencer, si vous le voulez, avec L'or et le sang. C'est une série donc qui a été publiée aux éditions Glénat, dont le 4e et le dernier tome vient de sortir au mois d'octobre. Alors je vais m'adresser aux deux auteurs, Merwan et Bedwell. Est-ce que vous pouvez, juste pour remonter le temps, nous expliquer en quelques mots la genèse de cet album? Comment est-ce que l'idée et cette collaboration avec Fabien Nury... Alors je rappelle que les quatre protagonistes quand même de cet album sont donc Merwan, dessinateur, Bedwell, à nos côtés ici, et les deux scénaristes qui ont travaillé dans la construction de cette histoire, Fabien Nury et Morin de France. Est-ce que vous pouvez nous plonger dans la genèse de l'histoire? Comment est-ce que l'idée de cette histoire est arrivée? Merwan. Moi, je vais la raconter dans le sens où moi, dans quel sens je l'ai vécu. Tout a commencé en fait par mon éditeur à l'époque des éditions 12 bis, qui m'a contacté dans l'idée de faire des livres. Il m'a proposé plusieurs scénarios qui ne m'ont pas forcément parlé, que j'ai d'abord commencé par refuser. Et puis un jour, il me propose un pitch de scénario, sans me dire de qui il s'agit, et il me dit c'est l'histoire de deux anciens soldats, deux anciens poilus, qui n'arrivent pas à se réinsérer à la vie sociale et qui vont prendre part en fait au conflit de libération du Rif marocain. Qui deviennent des aventuriers après avoir été des pirates, dont l'un même va se convertir à l'islam et qui va épouser la culture du Maroc. Et en tant que fils d'Algérien aussi, qui a fait le voyage inverse en France, qui a épousé la culture française et une française d'ailleurs, j'ai trouvé le voyage retour assez palpitant. Donc j'ai dit oui tout de suite sans savoir de qui il s'agissait. Et par rapport aux affinités et par rapport justement aux grandes histoires, vous allez voir comment les choses se retrouvent. L'histoire commence dans les tranchées donc de la Première Guerre mondiale, et Fabien, avec qui on se connaissait déjà très bien, est allez, je vais le dire mais il va pas aimer, c'est un grand spécialiste de la Première Guerre. Du coup j'ai tout de suite pensé à lui pour m'épauler déjà sur le bouquin, et puis aussi pour apporter toute son expertise sur cette partie du livre. Et c'est ensuite que j'ai appris que Morin et Fabien, des années avant, avaient fait un voyage au Maroc en tant que touristes. Et puis en se baladant dans les montagnes marocaines, ils avaient eu des envies de scénarios, ils s'étaient raconté un peu des histoires. Fabien, lui, avait fait son travail de scénariste, et Morin, à côté de ça, lui, carrément, il s'était plongé à l'écriture d'un roman. C'est un roman qui a été
écrit par Morin, qui n'est donc pas auteur à la base, qui a permis à cet album de naître, puisqu'ensuite il a proposé à Fabien de le réadapter en bande dessinée. Donc vous voyez, c'est un espèce de parcours comme ça à 4 qui s'est retrouvé pour donner vie à cette série qui est basée sur des envies très profondes en fait de chacun, sur des histoires assez longues, puisque toi c'est ton arrière-grand-père qui était dans les tranchées aussi. Voilà, moi c'est mon père qui était en Algérie, j'ai aussi un arrière-grand-père. Enfin voilà, donc voilà toute l'histoire un peu de la France et du Maghreb qui s'est retrouvée dans cette histoire. Peut-être un mot également, Bedwell, sur cette genèse, sur ton aventure dans cet album. Merwan a tout dit, c'est aussi une histoire... Oh, je suis sûr qu'il n'a pas tout dit. Non, mais c'est une histoire... En fait, on a surtout proposé le projet à Merwan au départ, qui lui a pensé à moi, parce qu'on avait déjà bossé ensemble sur d'autres projets, notamment en dessin animé. Et en fait, on a accepté ce projet sans savoir comment on allait bosser à 2 dessinateurs. C'est quand même assez particulier. Donc on a pensé, comme la confiance était déjà là, on a pensé à diviser le travail en 2. Je faisais la mise en scène, je m'occupais du storyboard et Merwan faisait la partie ancrage et surtout détail, les personnages, le visuel des personnages, les costumes, les décors définitifs. Donc en fait, comme on bossait déjà avant dans l'animation, qui demande beaucoup de rigueur, on se faisait confiance, il n'y a pas eu d'ego dans cette histoire. Et ça a vachement bien fonctionné, quoi. Oui, on aime bien les métaphores cinématographiques par rapport à ça, puisque même les références un peu des scénaristes, c'était L'homme qui voulut être roi, ou Laurence d'Arabie justement, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et puis Nuri aussi travaille dans le cinéma, et nous on vient du cinéma aussi. C'est pour ça que c'est une œuvre qui est assez cinématographique et dont le travail est même découpé. Moi j'aime bien dire que Fabien il tire la caméra et que moi je joue les personnages. Il y en a qui vont dire oui, c'est storyboard, c'est ancrage, mais par rapport à l'évolution de la bande dessinée aujourd'hui, je trouve que c'est presque plus juste et c'est plus rendre hommage à chacun des postes. Voilà, si vous voyez les albums, vous regarderez à la fin, on a aussi une partie du travail directement de Fabien, on voit exactement ce qu'il fait et on peut comparer ensuite au travail final. Alors juste une précision pour vous qui êtes avec nous, donc vous retrouverez tous les albums, les 4 tomes de L'or et le sang sur la table qui vous est proposée à la sortie de cette rencontre, et bien évidemment celui de Youssef Daoudi, Tripoli. Avant, je vais revenir dans quelques instants avec Youssef, parce qu'on va peut-être faire un petit pont entre les 2 albums. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas le travail des dessinateurs que vous êtes, on a bien compris que les scénaristes, en l'occurrence, proposent un projet, un scénario de bande dessinée, et puis à un moment donné, il va falloir que vous mettiez au boulot et accoucher en dessin les idées, l'histoire du scénariste ou des scénaristes ici. Alors, est-ce que, avant de vous installer à votre table de travail, est-ce que pour L'or et le sang, ça a nécessité des voyages, des recherches pour imaginer les paysages, les lieux dans lesquels vous êtes plongé? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est dessinateur et qu'on se retrouve face à sa planche de bande dessinée et qu'on doit nous emmener ici, au fin fond du Maroc, dans une période que vous n'avez pas connue d'ailleurs? Exactement. Malheureusement, on n'a pas fait de voyage. On a recherché beaucoup sur Internet. Les recherches de Morin, au départ, étaient très précises. Il s'est beaucoup documenté. Donc, il nous donnait des noms précis, des lieux précis. Donc, après, c'est pas dur de retrouver les endroits. On recherche de la doc. On imagine aussi un peu comment ça peut être en fonction du... On adapte le lieu au récit aussi. C'est-à-dire que c'est pas une vérité absolue. Nos décors sont pas réalistes à ce point-là, quoi. Mais non, c'est beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de documentation, mais pas de voyage, malheureusement. Donc pas de voyage sur place non. Pour faire des repérages, comme on peut le faire dans le cinéma, puisqu'on parlait de cinéma il y a quelques instants. En fait, non, pas de voyage, mais moi, c'est quelque chose qui me faisait assez peur d'aborder une période historique, justement, en bande dessinée, parce que je me sentais écrasé par la puissance du réel. Je me dis, comment on va faire pour être crédible ? Comment on va faire pour pas passer pour des touristes de l'histoire, en fait. C'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Et puis, je crois qu'on était aussi un peu la bonne équipe pour faire ça, parce que ingrédient après ingrédient, détail après détail, on s'imprègne d'une époque, de ses codes graphiques, vestimentaires. Moi aussi, je connaissais les mœurs aussi un peu du Maghreb, je savais comment on se comportait, donc même dans le jeu, j'essayais d'apporter une certaine justesse par rapport à ça, pour pas être dans une forme d'exotisme qui aurait été particulièrement déplacée. Et en fait, on se rend compte que détail après détail, voilà, on allait trouver un modèle de fusil, un modèle de camion, un type de djellaba, et tout ça additionné
au bout d'un moment, vous plonge automatiquement déjà dans l'histoire graphique. Et puis après, évidemment, c'est la grande histoire qui nous rattrape par le scénario. Mais ça a été une expérience assez agréable, alors qu'au départ, ça me paraissait insurmontable de travailler dans de l'historique, dans quelque chose d'assez concret, de pas être dans de l'à peu près. Voilà. C'est ça qui a été une belle réponse aussi pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment, je franchis quelques ponts comme ça parce que ça me traverse l'esprit, est-ce que vous avez le sentiment, j'ai un peu probablement une idée de la réponse, mais est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous sentez qu'aujourd'hui, dans la bande dessinée franco-belge, il y a un engouement pour parler du Maghreb au travers de la bande dessinée ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de façon s'inscrire plus particulièrement depuis quelques années? Hier, j'étais à la Maison de la Radio avec Ferrandez, donc lui qui est spécialisé donc, dans l'Algérie. J'étais aussi à Nantes, il y avait un jeune dessinateur qui adaptait Yasmina Kadra, je crois, en roman, qui adaptait l'attentat. Je manque de visibilité, mais c'est vrai que quand nous on a commencé L'Or et le Sang, on nous a tout de suite parlé d'Hugo Pratt, parce qu'un des rares dessinateurs à avoir représenté l'Afrique, tout simplement, c'était Pratt. Est-ce qu'aujourd'hui il y en a plus? J'imagine que oui. Maintenant c'est pareil, c'est comment le monde arabe accède lui à la bande dessinée. Voilà, moi j'étais au Festival d'Alger. À quel prix est-ce qu'on peut lire de la bande dessinée là-bas? Comment ça se passe? C'est encore un autre problème. Mais j'ai pas une vision si large que ça moi de la bande dessinée. Je pense que vous, Michel, vous avez plus de recul sur la production. Je ne sais pas si j'ai le recul, mais d'ailleurs, Merwan, puisque tu étais au Festival de la bande dessinée de Alger, comment sont accueillis les auteurs français, en l'occurrence, au Festival de la bande dessinée d'Alger, au travers de l'image que vous projetez avec vos albums? Comment est-ce que vous êtes reçus là-bas? Moi c'est un peu particulier, j'ai été reçu un peu pour deux casquettes, parce que donc notre formation principale c'est cinéma d'animation. Je suis venu tout de suite évidemment parler de bande dessinée, et puis très vite je me suis greffé parce qu'il n'y avait pas de séance de dédicace. Je pense que le prix du livre malheureusement est trop élevé pour le salaire algérien, puisque je crois que le SMIC est à près 7 fois moins que la France, mais les livres étaient au même prix, donc je me mettais à leur place. Et je me suis retrouvé dans l'atelier d'animation, donc avec toute une équipe de jeunes Algériens qui travaillaient pour de la série d'animation et qui étaient extrêmement friands, qui étaient extrêmement demandeurs des technologies justement et du savoir-faire français, et qui avaient aussi malheureusement des difficultés à travailler en Algérie parce qu'il y avait un manque de structure. Et je sais que le créateur des Shadok, qui vient de nous quitter là, travaillait beaucoup avec l'Algérie, et il avait une grande idée de monter vraiment un studio d'animation en Algérie, et il a réussi à le faire en Tunisie. Donc ça s'ouvrait doucement, le Maghreb, aux arts graphiques, c'est quand même pas évident par rapport même à la culture musulmane, l'art graphique, puisque représenter des personnages a priori est proscrit par la religion. Donc ça se montait doucement, avec difficulté, et puis il y avait aussi une appétence aussi pour le manga, parce qu'avec l'informatique, il découvrait tout ça. Il y a toute une culture en mouvement autour du dessin aussi, que j'ai découvert là-bas. Et est-ce que, juste avant peut-être de donner la parole à Youssef, est-ce que, au travers de cette visite, notamment en Algérie, est-ce qu'on sent un engouement vers le médium de la bande dessinée? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment où on sent les jeunes, les adultes se tourner vers ce support? Est-ce que toi, tu l'as senti en Algérie? C'était un cadre assez particulier. Je peux pas répondre comme ça. Je sais que c'est un peu comme une grande fête. Tout le monde vient, tout le monde passe, tout le monde regarde un petit peu ce qui se fait, mais c'est difficile de savoir est-ce que les gens vont pouvoir les lire, quel va être l'accès. C'est encore une réponse qui est difficile à donner à cette histoire d'engouement, parce que il n'y a pas un grand accès justement au médium de la lecture nouvelle. Donc c'est encore un peu tôt pour répondre à ça. Alors, on va donner la parole quelques instants à Youssef Daoudi, donc un auteur de bande dessinée. Lui, il est à la fois scénariste, il écrit ses histoires, il les dessine. Et Youssef est d'origine marocaine, il vit à Paris. Et dans le dernier opus qu'il propose aux éditions Glénat, il nous emmène à Tripoli, donc une actualité extrêmement chaude. Youssef, est-ce que tu peux
en quelques mots, déjà nous expliquer pourquoi ce choix, qu'est-ce qui a suscité en toi cette envie de nous emmener à Tripoli? Et qu'est-ce qu'on va découvrir à Tripoli au travers de cette histoire? Bon, d'abord, il s'agit d'un Tripoli du début du 19e siècle, et qu'effectivement, au début de ce qu'on appelle communément le printemps arabe, qui est devenu un hiver glaçant, ce projet s'est imposé. Et ce qui était très intéressant pendant que je faisais cet album, c'était que j'étais complètement branché sur les actualités, puisque j'avais commencé l'album en 2011, et que cette résonance était un moteur pour écrire cette histoire, et aussi une façon aussi de parler effectivement de l'actualité à travers l'histoire. Voilà. Pas de contrainte, aucune contrainte. Tu t'es mis aucune contrainte pour raconter cette histoire? Aucune? Les contraintes sont plus ou moins techniques, dans la mesure où effectivement un album de bande dessinée, il a un format particulier, il y a un certain nombre de pages. Je parlais plus de contraintes, pas les contraintes techniques, mais pas de on y va franco. Bien sûr, oui. Bien sûr. D'abord, il s'agissait d'abord de mettre le contexte de l'époque, qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. D'abord, l'État de Tripoli n'était pas un État moderne comme on l'entend aujourd'hui. C'était une régence turque, régence ottomane, plus ou moins indépendante de la Sublime Porte, c'est-à-dire du sultanat, enfin de l'Empire ottoman. Et cela faisait partie de ce qu'on appelait les États barbaresques, c'est-à-dire avec Alger, c'était quasiment des cités-États, quoi, d'une certaine façon. Alger, Tunis et Tripoli. Ces États pratiquaient la course, c'est-à-dire payer des corsaires pour contrôler les eaux territoriales méditerranéennes. Et le pacha de Tripoli va déclarer la guerre aux États-Unis, et donc ça sera à cette occasion-là la première intervention des États-Unis en territoire étranger, et ça s'est fait à Tripoli. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que cette intervention-là faisait appel d'une part à une espèce de précurseur de Lawrence d'Arabie qui s'appelle William Eaton, qui était un ancien consul à Tunis, qui a monté une expédition, et aussi ça faisait appel à ce qu'on appelle un peu d'interventionnisme, c'est-à-dire que le pacha de Tripoli de l'époque avait déposé son frère, et les États-Unis se sont mis à l'idée de s'associer au pacha déchu pour le remettre sur le trône, et donc pour provoquer une révolution. Voilà, c'était ça le contexte de cette histoire. Je ne sais pas si vous notez, c'est vrai que dans l'imaginaire probablement de beaucoup, un dessinateur, il dessine. Mais ici, en l'occurrence, on a un dessinateur qui rentre dans l'histoire. Alors, on a bien compris que l'or et le sang étaient accompagnés, et on a compris aussi que nos dessinateurs étaient des passionnés de cette histoire. Ils ont eu tous les documents et ce gros travail en amont apporté par les deux scénaristes, mais sur Tripoli, il a fallu que tu ailles chercher tous ces documents. Donc avant de t'installer sur ta planche pour dessiner, ce qui est probablement ce que tu aimes le plus faire, il a fallu toute cette démarche de recherche. Comment est-ce que le dessinateur fait? Est-ce qu'ici, il n'y a pas de différence entre je suis scénariste, je suis dessinateur? Est-ce qu'il y a une frontière qui s'installe? Ou est-ce que c'est un tout global? Comment est-ce que tu fonctionnes, Youssef, là? Puisqu'en général, tu as presque jamais de scénariste avec toi. Tu es toujours ton propre scénariste. J'ai débuté avec un scénariste, avec une adaptation de Léo Mallet, la trilogie noire, mais tous les albums après ça,
particulièrement tous les albums qui sont sortis chez Glénat, j'étais seul aux commandes. Alors je te remercie pour cette question. Donc c'est un double travail, ça. Bien sûr, je te remercie pour la question parce que c'est à la fois très gratifiant dans la mesure où je raconte exactement les histoires qui me plaisent, les univers qui m'intéressent, et en même temps une très grande frustration dans la mesure où tout le temps que je passe à écrire, donc avec l'autre casquette, celle du scénariste, je ne la passe pas à dessiner. Bon, c'est une très grande frustration, donc je ne peux pas me mettre sur l'établi avant d'avoir fini la première étape, celle de l'écriture. Non seulement de l'écriture, mais toute la phase de recherche qui est, dès qu'on s'attaque au domaine de la bande dessinée historique, et je me fais fort de ne pas d'essayer de donner au lecteur les choses les plus exactes possibles. Ce n'est pas parce que c'est de la bande dessinée qu'on doit être approximatif ou schématique. Toute cette phase-là est extrêmement chronophage. Pour ce projet en particulier, j'ai eu de la chance de tomber sur le journal personnel du héros, on va dire, de l'histoire, qui s'appelle William Eaton, et comme je disais tout à l'heure, qui était précurseur de Laurence d'Arabie, dans la mesure où il va monter une expédition et soulever la population. Et je suis tombé sur ce journal intime, avec tous les détails, et ça m'a complètement libéré ce travail-là. Et d'ailleurs, je reprends textuellement un certain nombre de ces écrits ou de ces réflexions dans l'album. Je vais me retourner vers les deux dessinateurs de L'or et le sang. Là, on voit ici Youssef qui, lui, donc, partage son temps entre la partie scénario et dessin. Vous n'êtes concentré que sur le dessin, mais à l'instar de ça, est-ce que la partie du travail de scénariste, elle vous manque pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez envisager peut-être dans un futur, j'en sais rien, ou est-ce que c'est un métier que vous laissez aux scénaristes? Ah non, c'est un métier qui, en ce qui me concerne, m'intéresse. J'ai quelques projets dans les tiroirs que je travaille, mais en fait le scénar et le dessin, il y a quand même un moment donné où ça se recoupe au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire que moi je reçois un scénar de Fabien sur L'or et le sang qui est prédécoupé, mais j'en fais ce que je veux. Si j'estime qu'il y a des moments où je dois rajouter une case ou en enlever une, c'est moi qui décide. Donc j'ai quand même une part dans la mise en scène, dans le rythme du récit. Après, je touche pas au dialogue ou les choses comme ça. Tu t'accapares du scénario. Ouais, je suis pas juste un exécutant, je suis aussi quelqu'un qui a un avis à donner. Et en général, on s'entend bien. Donc, puis même, ça lui donne une autre lecture de son propre récit, ça lui fait découvrir quelque chose. Et en plus, Merwan vient après, qui lui redonne encore un nouveau visage au récit. Moi, je redécouvre, et Fabien et Morin redécouvrent encore. Enfin, c'est un processus assez intéressant, mais je parle pour Merwan, lui est scénariste aussi à côté, donc Alors Merwan, oui, toi aussi. Donc moi, moi, c'était la première fois que je dessinais sans écrire, en fait, puisque donc j'étais réalisateur de films d'animation, donc où là je faisais carrément tout, écriture, dessin, animation, couleur, décor. En bande dessinée aussi, j'ai 2 séries que j'ai menées en totalité comme Youssef. J'ai aussi des albums que j'ai uniquement scénarisés. Du coup, j'ai des plaisirs et des expériences différentes à chaque étape. Et je sais qu'à chaque fois que revenait donc le moment de faire l'album de L'or et le sang, puisqu'il y en a 4, je mettais les pieds sous la table et contrairement à Youssef, j'attendais que ça arrive et hop, je me mettais au travail. C'était particulièrement, d'une certaine manière, c'était reposant pour l'esprit, parce que juste je m'amusais comme un enfant qui dessine des personnages, voilà, qui joue comme si j'interprétais une pièce de théâtre. Voilà, on a Molière, on doit le jouer, il est écrit, on va pas le remettre en cause. Et puis c'est vrai qu'aussi après, des fois en tant que scénariste, ça commençait à me manquer. Je me disais, j'aimerais bien dire les choses comme ci, comme ça. Voilà, on parle par la bouche d'un autre. Mais c'est même le cas quand je dessinais moi-même mes propres scénarios. Je crois que c'est Truffaut qui disait ça, qui disait que le travail d'acteur doit trahir le travail de mise en scène, et le travail de mise en scène doit trahir le travail de scénario. Et je trahissais moi-même mes propres scénarios, parce que quand je les dessinais, au moment de les dessiner, je me disais, tu l'as pas bien dit, tu l'as pas bien écrit, une fois qu'on doit le mettre en scène, on doit le changer, ces choses-là.
Et donc moi-même en tant que dessinateur pour mes travaux scénaristiques, il m'est arrivé de réécrire la totalité des dialogues de mon histoire après coup, par exemple. Enfin, vous voyez ? Donc voilà, c'est pas une étape si simple que ça, hein, c'est-à-dire étape 1, étape 2. On peut le voir comme une feuille d'oignon avec un retour permanent sur le travail. Il y a plein de façons de faire ce métier. On constate ici, donc on a vraiment tous les cas de figure. On a le dessinateur scénariste, les auteurs, donc dessinateurs qui aimeraient s'accaparer un scénario, un scénariste, dessinateur libéré du poids du scénario. Par contre, j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques instants, si vous le voulez bien, sur le quatre mains au dessin. On imagine, on a vu probablement donc le dessinateur seul chez lui travaillait sur sa planche. Là ici, c'est un quatre mains. Alors comment un quatre mains se déroule ? Expliquez-nous comment est-ce qu'on se partage quoi au final ? Bah justement, on s'est partagé ça d'une manière assez naturelle, parce qu'on se connaissait avant, comme j'ai dit tout à l'heure, on a confiance. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ce qui est très important. Parce que si tout le monde se tire la bourre... Pas de souci, on imagine, mais y a probablement un qui a envie de faire plus quelque chose. Pour la petite anecdote... Est-ce que déjà vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous êtes sur la même table ? Non, pas du tout. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Non, Fabien, c'est un solitaire. Ouais, voilà, je crois que c'est de ma faute en fait. Bon. J'ai invité plusieurs fois, mais il préfère travailler tout seul. Bon, alors moi je reçois le scénar de Fabien et Morin fini, c'est-à-dire découpé, case par case, planche par planche, avec tous les dialogues définitifs. Je lis tout je commence à découper, c'est-à-dire que moi je rentre pas dans le détail des expressions. Je donne des pistes à Merwan pour illustrer le propos, mais après il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi j'aime bien qu'on respecte le rythme que je propose, s'il est validé par tout le monde. Il y a des retours, hein, forcément, il y a des modifs, ce que vous voulez, quoi. Et ensuite, je propose des décors assez définitifs parce qu'il y a de la documentation photo. Et ensuite, moi je bosse aussi avec la 3D parce que quand je dois mettre en scène une séquence dans un lieu clos, j'aime bien placer mes caméras pour que ce soit pas trop répétitif, quoi. Donc je fais tout en 3D, je balance, j'instègre mes personnages et je balance tout ça à Merwan qui lui en fait ce qu'il veut. S'il veut modifier un plan parce qu'il estime que c'est pas dans le ton, il a le droit forcément de changer un cadrage, quoi. Mais globalement on s'entend plutôt bien. Donc, Je crois que sur 4 bouquins avec 50 pages par livre et à peu près 10 cases par page, donc sur 2000 cases, je crois que j'ai dû changer 2 cases. Ouais, au niveau du cadrage, quoi. C'est-à-dire que quand je les recevais, j'avais plus qu'à respecter la mise en place. Par contre, pour l'anecdote, au début, quand on s'est rodé, Fabien m'a envoyé des storyboards, des planches extrêmement poussées. Vraiment, il prenait beaucoup de plaisir à dessiner, à faire sa version. Et puis moi, je suis arrivé là-dessus, et j'ai dit ouais, mais moi j'aime bien sa façon de les jouer, mais moi je vais les jouer autrement, mes personnages. Donc il a reçu exactement sa mise en scène, mais avec un jeu d'acteurs différent. Je dis, ouais, c'est comme ça, moi je peux pas juste ancrer des personnages, il faut que je prenne ce rôle-là, c'est là que ça s'est décidé. Et donc là, Fabien s'est dit, bon, je vais me calmer, je vais revenir avec la caméra un peu plus loin, et du coup on a gagné aussi du temps en travaillant comme ça, parce qu'on faisait pas tous les deux la même étape, voilà, et ça s'est bien passé comme ça. Bah ouais, parfait. On se répartit très bien les rôles de façon naturelle, donc c'est parfait, personne ne se tire dessus. Alors, juste pour ceux qui ont envie un petit peu de se plonger dans votre, entre guillemets, dans votre intimité lorsque vous travaillez, parce que c'est vrai que le métier de dessinateur dans la bande dessinée, comme d'autres métiers, mais le vôtre en particulier, est un métier où vous êtes souvent seul chez vous, dans votre atelier. Ici, donc, on a le 4e et dernier tome de L'or et le sang que je remontre. Avant de passer à la phase d'impression et d'avoir cet objet que j'ai dans les mains, c'est combien de temps de travail pour vous un album ? C'est-à-dire, vous voyez ce que j'ai ici, on va chez son libraire, on achète l'album, mais pour vous, ça représentait combien de temps ? En ce qui nous concerne, moi je vais parler du dessin parce que au niveau du scénar, je ne sais pas combien de temps ils ont vraiment mis à pondre cette histoire, mais au niveau du dessin, comme on est deux et ça va plutôt vite, on met 6 mois, quelque chose comme ça, 6 mois avec quelques retours, donc c'est très exigeant, mais finalement, moi une fois que j'ai fait le storyboard et la mise en scène, pour moi c'est fini le boulot. Et donc on n'est pas épuisé, parce que quand on fait une BD tout seul, on a toute la phase de mise en scène, de scénar, de storyboard, et après d'ancrage, et ensuite de couleur si on fait nous-mêmes la couleur. Donc ça fait qu'on fait 3 fois la même bande dessinée finalement. Donc nous on ne perd pas d'énergie à se répéter. On est dans un premier jet. C'est Merwan qui bosse le plus, voilà, au final. Et après il y a aussi les coloristes. Donc
Ah bah, ça dépend ce qu'on appelle bosser le plus, en fait. Il travaille le plus, c'est le temps nécessaire pour accoucher, Non, entre pas guillemets, forcément, l'album. pas forcément. Non, Fabien passe beaucoup de temps à la mise en scène aussi, hein, parce que lui il va rechercher énormément de documentation, des types de vêtements, de véhicules, les cadrages, c'est très très long aussi. Ouais, c'est vrai que créer un cadrage, c'est très long en fait. Ouais, c'est très, Mettre très en long. scène une page, le rythme, ça prend énormément de temps. Moi, quand je fais mes Voilà. BD tout seul, ça prend vachement plus de temps Moi, pour faire la voilà, mise en scène pareil. que l'ancrage, quoi. Moi quand je dessine, je mets plus de temps à la mise en scène qu'à l'ancrage. Et du coup là, comme moi je n'ai que l'ancrage, je passe plus de temps par rapport à ce que je ferais d'habitude. On passe à peu près autant de temps, mais d'habitude moi j'arrive beaucoup plus vite sur l'ancrage. Ce qui fait que là en fait on gagne quelque part en qualité parce qu'on est deux. Peut-être un mot Youssef, parce que Youssef, lui, donc, scénariste, il a fait les recherches, il a écrit, il a dessiné. Alors, Tripoli, même question pour toi. Par exemple, Tripoli, c'est combien de temps de travail pour toi? Alors, juste pour rebondir sur le propos de mes collègues, je suis entièrement d'accord sur à la fois le côté un peu transversal ou plus moins linéaire de ce travail d'écriture du scénario vers la page finie. Effectivement, parfois il y a des allers-retours. Effectivement, on peut revenir même sur du dialogue, etc. Et moi, en ce qui me concerne personnellement, c'est vraiment la phase de découpage, on va dire, de storyboard qui prend vraiment le plus de temps. C'est vraiment une étape qui est où on travaille beaucoup pour la poubelle, comme on dit, c'est-à-dire on va faire des tentatives, on va jeter ces tentatives, ou on va recombiner des tentatives différentes. La phase d'ancrage est pour moi celle où je suis entièrement détendu et libéré. Un petit peu comme ce que tu disais quand tu recevais, effectivement, dans cette configuration de fait de recevoir. Et effectivement, si j'avais par exemple eu une proposition de scénario dans mes univers, dans les choses qui me plaisent, genre par exemple si certains éditeurs ou scénaristes se posaient la question de qui d'abord on est avant d'envoyer certains textes. Oui, ben est-ce que tu peux faire ça? Non, je peux pas faire ça parce que ça me ressemble pas trop. Tu te téléphones à toi-même. Non, c'est pas ça. Je parlais des collaborations. C'est-à-dire les collaborations, c'est beaucoup d'affinité, beaucoup de confiance, beaucoup d'atomes crochus. On n'aime peut-être pas les mêmes films ou les mêmes musiques, mais enfin, on a une façon de voir, d'envisager les choses qui est quand même cohérente, et c'est à ce moment-là que ces collaborations sont fructueuses. Mais pour en revenir donc à ce processus, il est moins linéaire que ce qu'on pense. Il est plus, c'est de la narration graphique, et il m'arrive, et je suis sûr pour mes collègues aussi, qu'une écriture ne soit pas faite seulement par des mots, mais elle est faite aussi par du dessin, par de la mise en scène. C'est-à-dire, on peut par exemple faire toute une bande dessinée en dessinant directement le storyboard et en mettant les dialogues là où il faut. Donc il y a plein de méthodes. Mais en ce qui me concerne, au moment où j'ai fait ma construction, ma structure, à l'ancrage, c'est des vacances pour moi. Alors, avant peut-être de vous proposer d'intervenir et de poser quelques questions à nos auteurs, Merwan, est-ce qu'il y a, lorsque tu as le scénario devant toi et que tu dois maintenant te mettre sur la planche de travail et d'accoucher le dessin, est-ce qu'il y a, parlons de l'or et le sang, lorsque tu lis le scénario, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te paraître difficile ou le plus difficile à dessiner? On entend de temps en temps, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les dessinateurs, mais souvent on entend que la neige est quelque chose de difficile à mettre, à accoucher sur du papier. Est-ce que dans l'or et le sang, il y a eu des difficultés sur certains scénarios, de transformer le scénario en dessin? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont compliqué la vie? C'est pas du perfectionnisme, parce que je veux pas dire que j'étais mauvais dans ce domaine, mais il y a un moment sur le tome 3 ou le 4, je sais plus, où j'en ai eu marre de dessiner les chevaux n'importe comment. Ils sont tout le temps à cheval dans le Rif, en plus il y a souvent des chevaux arabes, il y a des chevaux aussi plus occidentaux, je sais pas les noms, parce qu'il y en a les armées espagnoles. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, faut que tu fasses un effort sur les chevaux là. Et je suis allé, j'étais en vacances en Belgique un week-end, j'ai fait 20 pages de croquis avec de l'anatomie chevaline. Donc dans le 4, on arrive à quelque chose qui, moi, me satisfait quand même. Mais c'est quelque chose, tous les dessinateurs vous le diront,
de particulièrement difficile à représenter comme animal, à mettre en mouvement encore plus d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on a des grands dessinateurs qui y arrivent, ça devient magistral, quoi. Si vous regardez Blueberry, les chevaux de Moebius, de Jean Giraud, c'est à tomber par terre. Et c'est vrai que quand on dessine des poneys, ça agace un peu. Donc voilà, c'était une des petites parties graphiques sur lesquelles j'ai travaillé dans l'Orelsan. Et puis sinon, au-delà de la difficulté, on avait énormément de scènes où on a des armées entières qui se déplacent. Et donc, pour vous raconter ce qu'on recevait, nous, au script, c'était par exemple 1 millier d'hommes arrivent à l'horizon. Alors, vous voulez vraiment qu'on en dessine 1 millier ou vous voulez qu'on ait l'idée du millier? Donc on a plusieurs séquences comme ça, où on arrive par exemple sur la ville de Fès, la ville ancienne, et 600 hommes arrivent. Et on dit, mais comment on va faire ça, quoi? Puis des fois, Fabien me faisait la bonne surprise de me donner des petites photos vues du ciel, comme ça, il disait débrouille-toi. Donc voilà, on avait ce genre de petits défis à réaliser sur l'Orelsan. Là, on a quand même un avantage considérable avec ce médium qu'est la bande dessinée, c'est que 1 millier d'hommes à dessiner, ça coûte moins cher que de faire venir 1 millier d'hommes pour le cinéma, là. C'est vrai. Là, vous avez une force. C'est vrai, mais ça coûte encore moins cher au scénariste qu'au dessinateur. Entre l'imaginaire du scénariste fou qui nous amène 1 millier d'hommes, quel que soit le scénario, l'encre et le stylo va le découler. Au cinéma, on est dans une échelle d'économie qui tout d'un coup devient compliquée, là. Ben nous, je sais pas si je peux parler en ton nom, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup plus maintenant de bande dessinée que de cinéma d'animation. Parce que quand vous avez une idée en cinéma d'animation, et je ne veux même pas vous parler du cycle de production audiovisuelle où il faut attendre les réponses, les financements, c'est interminable, vous commencez le film, vous n'avez plus envie de le faire. Voilà, en bande dessinée, on peut aller relativement vite et on peut... c'est vrai, des fois on se dit ça va être du boulot à raconter, mais ça restera un album, quoi. Ça restera un album de 50 ou 100 pages, mais ça reste dans le domaine du faisable, du réalisable. Alors que des fois vous avez des idées en animation et vous la mettez sous le paillasson, quoi. Alors, une idée me traverse avant de reposer peut-être la même question à Youssef pour les choses peut-être compliquées dans Tripoli. Est-ce que lorsque le scénariste, le dessinateur est dans la construction de cet album, est-ce qu'on pense dans cette histoire ou est-ce qu'on n'y pense pas aux éventuelles adaptations qu'il pourrait y avoir dans le cinéma? C'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, on voit beaucoup de bandes dessinées être adaptées au cinéma. Enfin, je pense, puisqu'on a eu la chance ici de faire l'avant-première du Bleu est une couleur chaude, d'ailleurs, aux éditions Glénat, décidément, qui rencontrent un grand succès avec les albums. Est-ce que vous pensez à ça ou est-ce que c'est complètement en dehors de votre esprit au moment où vous écrivez l'histoire? Quand je la mets en scène, j'y pense pas du tout, pour le coup. Après, forcément, en lisant le scénar, on imagine tout de suite ça en film, comme c'est la référence au départ. Nous, on vient de l'anime, donc moi, je vois ça en mouvement. Et je découpe la bande dessinée comme un film, en fait. Mais après, non, une fois que je suis en train de la dessiner, j'y pense plus. Je pense surtout l'enchaînement des cases, au rythme et au raccord. Mais c'est des termes cinématographiques, mais je ne pense pas Enfin, il y a tellement de manières de le mettre en scène, en image au cinéma, que soit c'est un dessin animé, c'est pas la même méthode de boulot qu'un film en prise de vue réelle. Donc, non, moi, j'y pense pas. Mais je pense que les scénaristes y ont plus pensé que nous, en fait. Non, c'est vrai qu'au moment où on travaille, il faut être à ce quoi on fait. Il ne faut pas imaginer tout de suite une adaptation. Mais ce qui était très rigolo, c'est quand j'en ai parlé à Fabien Nury, justement, je lui dis, toi qui as des contacts dans le cinéma, qu'est-ce que tu en penserais? Et il me dit, pourquoi pas? Et là, moi, je lui dis, mais ça coûterait une fortune à faire. Et il me dit, mais pas du tout. tu vas au cœur du désert, tu prends 3 djellabas, tu mets des vieux fusils, et puis on le fait, le film. Et lui, il avait une vision beaucoup plus pragmatique, en fait. C'est-à-dire que moi, je voyais le grand spectacle, je voyais tout à coup la musique, voilà, ça coûte cher, j'avais aucune notion, en fait. Et lui, très pragmatiquement, il voyait où est-ce qu'il faudrait mettre de l'argent. Il dit non, c'est pas une grosse production. On peut faire un beau film avec pas beaucoup de moyens. Alors Youssef, même question dans Tripoli. Est-ce qu'il y a la page angoissante de ce que tu as imaginé dans le scénario de ton histoire et tout d'un coup, il faut la transformer en dessin? Est-ce que je vais y arriver? Moi-même, venant du cinéma, enfin, ce sont mes études. J'ai fait des études de cinéma et j'ai produit beaucoup pour la communication, pour la publicité. Déjà, c'est un confort, effectivement, d'imaginer tout ce qu'on veut. Ça va coûter le même prix, de toute façon. Bon. La difficulté, naturellement, il y a des pages qui sont plus difficiles que d'autres.
prosaïquement, voilà, les scènes de bataille, de foule. Mais je pense que là où j'ai le plus de difficultés, c'est quand ça ne bouge pas. C'est quand il s'agit de faire, comme expliquait tout à l'heure Fabien, d'essayer de faire une mise en scène sur une scène de dialogue en huis clos. C'est une des choses les plus difficiles à réaliser, à mon avis. Après, dès que ça bouge, et puis de toute façon, il faut être porté par l'histoire. On peut pas, en bande dessinée, il y a une grosse difficulté, c'est quand on s'ennuie à lire des dialogues ou à se dire, parce que ça prend du temps, et dès lors qu'on est porté par le propos, on passe outre les difficultés de toute façon. Ça vous arrive à tous les trois de dessiner, et de vous dire non, ce que j'ai fait là, c'est pas ça, et de déchirer, de mettre à la poubelle? Ah oui. En permanence? Je pense que pour tout le monde. Hein, parce que nous, on voit le travail fini, mais, mais on n'est pas à vos côtés pour voir comment... Après, c'est un métier très, très spécial dans le sens où... L'écrivain, lui, il fait la touche effacée, mais vous, là, vous avez travaillé pendant des fois peut-être des heures, et puis au final... Ça peut partir à la poubelle. C'est le principe. Et puis on peut bosser 3 jours sur un truc qui marche pas et on y revient le lendemain, on le fait en 10 minutes et c'est super. Donc c'est pas, ça se rattrape toujours de toute façon, ce genre de choses. Mais moi j'ai pas tendance à jeter, j'ai tendance à noircir, à gommer. Mais c'est vrai que plus je prends un petit peu de bouteille et plus j'essaye, un peu comme un comédien qui monte sur scène, faut qu'il soit prêt. J'essaye de ne pas me mettre au travail final tant que je ne me sens pas prêt à le faire. Donc quand je suis sur une séquence et que je me dis comment je vais la faire, je ne crois plus que je vais résoudre le problème en faisant. Voilà, j'essaye d'abord en amont de me dire trouve ta direction émotionnelle, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui va faire que ta scène sera forte et intéressante, mais jamais, aujourd'hui, je ne vais plus travailler sur une scène en me disant je sais pas bien, mais je pense qu'en faisant, je vais trouver par mes automatismes, des choses comme ça. J'attends d'être prêt pour me lancer. C'est comme dans l'écriture, il n'y a pas pire que de me dire allez, il faut que j'écrive, j'allume mon ordinateur, j'écris. C'est atroce. Ne jamais faire ça, je déconseille. J'ai trouvé un petit truc là sur Tripoli pour la première fois. Je n'ai pas travaillé, un petit peu comme ce qu'on fait au cinéma d'ailleurs, je n'ai pas travaillé dans la continuité de l'album. C'est-à-dire, il y a des pages 60 que j'ai fait avant des pages 5. Mais ça fait peur aux scénaristes, hein, si je peux me permettre, parce que moi j'ai toujours bossé comme ça, sauf sur le dernier tome de L'Or et le Sang où on m'a demandé de faire ça linéaire et c'est un truc que j'ai détesté faire. Moi je préfère bosser, je prends un plan au début, un plan à la fin, voilà. Au montage on met tout ensemble et ça fonctionne. J'ai toujours bossé comme ça et là je sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu peur, donc je l'ai fait j'étais plus scolaire on va dire, mais au final ça se ressent pas, ça fonctionne parce qu'on connaît bien le sujet. C'est le 4e tome, c'est un peu sur des rails, on se fait vraiment confiance, on sait comment on bosse, mais ta façon de bosser me parle en fait. Mais ceci dit, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je suis passé une fois chez Fabien, donc quand il réalisait ses albums au dessin tout seul. Donc il faisait sa mise en scène et son dessin. Et moi j'étais assez terrifié par ta façon de bosser. Je comprenais pas ce que je voyais. Fabien il avait donc sa pile de planches, parce qu'il avait donc mis en scène, comme pour L'Or et le Sang, il avait mis en scène tout son album, et il avait gardé l'ancrage pour la fin. Et donc il avait un paquet de feuilles comme ça, qui représentait tout l'album. Puis je commence à feuilleter, je me rends compte qu'il n'y en a pas une seule qui est finie, mais il n'y en a pas une seule qui est blanche. Et puis il n'y en avait pas une seule sur laquelle il y avait une case entière, mais il dessine que ce qu'il a envie. En fait, là il y a un pistolet, il dessine un pistolet, puis il n'a pas envie de faire le bonhomme, il le laisse pour plus tard. Ouais, c'est extraordinaire. J'ai mes phases, j'ai mes lubies. De temps en temps je me réveille, j'ai envie de faire que des mains, alors je fais que des mains quoi. Et c'est extraordinaire. Si je suis bien lancé sur les mains, pourquoi m'arrêter? C'est exactement comme ça avec moi. C'est-à-dire je dessine les choses qui, sur le moment, je les sens, comme on dit, et j'essaie d'éviter de me mettre à l'ouvrage sur quelque chose qui ne me parle pas ce jour-là. Parce que de toute façon, avec l'expérience, je sais que ça ne donnera rien à la fin de la journée, de toute façon. Donc, on a des auteurs très heureux, vous voyez. Alors, je vous propose, si vous le souhaitez, de poser quelques questions à nos 3 auteurs. Alors, on va vous transmettre un micro, madame, dans un instant. Et j'en profite donc pour vous rappeler qu'au terme de cette rencontre, on procédera à une petite dédicace, si vous le souhaitez bien sûr, des auteurs. Madame. Moi, à tous les 3, je voudrais vous poser la question suivante, et si vous voulez y répondre. En quoi la BD peut susciter la lecture chez les jeunes, le dessin, le personnage, et en quoi aussi elle permet de préparer les enfants à la lecture, entre parenthèses, des films d'enfants. Alors, qui veut répondre? Youssef?
Écoutez, je vais partir de mon expérience personnelle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu ici une rencontre, je pense, sur l'édition du livre de jeunesse et de littérature jeunesse au Maghreb. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai moi-même grandi au Maroc. Bon. Et j'ai appris à lire en lisant des bandes dessinées, entre autres. En quoi la bande dessinée peut aider à former à la lecture? Bon, d'abord parce que c'est quelque chose que les enfants vont lire avec plaisir selon les thématiques qui sont traitées par ces livres-là. Et puis parce que ils vont s'amuser à lire ce genre de choses. Le grand souci, j'imagine que vous ne parlez pas que des enfants du Maghreb, mais tous les enfants, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est les parents. Les parents sont les prescripteurs dans ce domaine-là. Si les parents disent « ne lis pas de petits biquets, c'est débile », etc., bon, déjà les enfants ont moins de propension à lire. Bon, on dit qu'ils lisent sur Internet aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit une lecture qui vaille une lecture d'un livre, une lecture d'un bouquin littéraire. C'est pas la même chose de sauter d'un blog à l'autre, c'est pas la même chose. D'autant plus que quand on voit le niveau de français sur Internet, c'est vraiment pas très, très recommandé. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord sur le rôle prescripteur des parents aussi. Il ne faut pas être trop pressé. Voilà, moi j'ai une petite fille de 2 ans qui n'aime pas les légumes, je prends mon temps, je me dis que l'exemple aidera. C'est Alain Finkielkraut que j'avais entendu à la radio parler de bande dessinée, qui apparemment quand il était jeune était un immense amateur de parution, et c'est sa mère qui l'en a dégoûté, qui lui a dit que c'était pas de la bonne littérature, qu'il fallait lire des vrais livres. Du coup lui il lisait plus de BD du tout. Donc on voit quand même le rôle d'intervention des prescripteurs qui sont souvent les parents. Et puis on a quand même un rôle un peu plus d'acteur quand on lit une bande dessinée que quand on regarde un écran, justement, où l'histoire se fait toute seule. Quoi qu'il en soit, même si on a de l'image, et on voit quand même chez les jeunes, chez les petits, évidemment, l'intervention de l'image est importante pour arriver au texte. Ça reste un domaine actif quand même. C'est vrai que petits, ils ont besoin qu'on leur raconte les histoires, ensuite on se retrouve tout seul, dans un moment où on est face à l'objet, et c'est déjà de la lecture. Après, le cap, il n'y a plus qu'à passer le cap. Par justement les prescriptions de lecture. C'est vrai que la lecture d'un roman peut paraître ardue quand on se lance dans 500 pages et qu'on ne sait pas si on va aimer, qu'on n'est pas dans ses goûts. Là, ça devient la partie intéressante justement pour proposer du livre. Et moi, j'étais à Aulnay-sous-Bois l'année dernière en résidence artistique dans les réseaux des bibliothèques, et j'ai vu le travail impressionnant qui était réalisé justement par rapport à la culture, où ils ont même installé des bandes de jeux vidéo dans les bibliothèques. Ça devient des lieux de vie parce qu'ils ont compris que s'ils voulaient que les enfants continuent à venir et qu'ils côtoient le livre, il ne fallait pas en faire des sanctuaires. Il ne fallait pas sanctuariser le livre. Il fallait qu'ils soient toujours entourés de cet objet, mais dans leur vie quasiment courante et quotidienne. Et c'est des expériences qui, selon moi, sont d'un pragmatisme vivifiant, en fait. Si on est entouré de livres, même si on ne les lit pas tout de suite, on finira, voilà, comme quand on voit les parents manger des légumes. Certaines ou certains d'entre vous auront-ils encore des questions à poser à nos auteurs? Vous êtes les bienvenus. Est-ce que nos auteurs ont envie de s'exprimer sur quelque chose qu'on aurait pu oublier, sur vos albums respectifs, sur L'Or et le Sang ou Tripoli, peut-être avant de vous proposer une séance de dédicace et d'aller, si vous le souhaitez, je le rappelle, nous pouvons aller tous ensemble donc visiter l'exposition qui est consacrée à L'Or et le Sang. Merwan? Non, moi juste c'était déjà pour vous remercier d'être venu. Et puis comme à chaque fois qu'on a une expérience comme ça, moi je viens toujours en ayant un peu peur de rien avoir à dire, et je repars toujours avec le plaisir d'avoir entendu l'expérience de mes collègues. Parce qu'en général, on se voit souvent, puis on se raconte pas ça. Par exemple, là, je vais essayer de dessiner comme eux, voilà, grâce à cette expérience. C'est relatif, c'est efficace. Hein. Plus de questions? Alors, si vous êtes intéressé pour
avoir, donc je le rappelle, quelques dédicaces puisque nos auteurs sont avec nous aujourd'hui. Ils peuvent vous dédicacer donc respectivement les tomes de L'Or et le Sang. Les 4 albums sont à votre disposition juste derrière nous et l'album de Tripoli de Youssef. Et juste au terme de ça, mais tout de suite, on va vous remettre des petits tickets pour accéder au musée de Lima, dans lequel vous pourrez donc découvrir l'exposition qui court jusqu'au 25 janvier sur des planches de Merwan et de Bédouel, de Fabien Nury et de Morin de France. N'oublions pas les scénaristes. Une très belle exposition donc, qui vous est présentée jusqu'à la fin du mois de janvier 2015. Merci à toutes et tous de vous être déplacés avec nous pour cette journée. Je sais qu'il y a le Salon de la Jeunesse à Montreuil qui attire beaucoup de monde et c'était aussi pour cette occasion que nous vous avons proposé cette rencontre avec nos auteurs et je vous souhaite une très belle fin de journée à vous tous. Merci.